Eh bien, je disais qu'aujourd'hui, il n'est pas, ce n'est pas la conversation qui concerne un accord de paix qui est mené. Malheureusement, la guerre dure très longtemps, 3 ans, tellement de vies détruites, et c'est Poutine qui a apporté tout cela, lui seul. Et donc, il ne faut pas chercher à être intermédiaire entre l'Ukraine et Poutine. Nous avons besoin d'une aide forte, d'un pays fort, les États-Unis, d'un président fort, président Trump, son soutien à nos côtés. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir quelque chose comme rempart intermédiaire. Ce n'est pas juste 2 pays qui mènent la guerre, c'est la Russie qui a amené la guerre sur le territoire de l'Ukraine et nous défendons notre territoire. Et l'accord de paix qui pourrait être signé à Munich, comment? Mais non, il n'y a pas de président ici et nous nous rappelons ce qui avait été signé à Munich et moi je ne réitère pas cela, je ne reproduis pas ce genre de choses. Et alors il est très important de comprendre qu'un accord de paix, il peut y avoir un plan qui concernerait la fin de la guerre et qui serait débattu avec l'Ukraine, soutenu par l'Ukraine et aussi vu avec les États-Unis, soutenu par le président. Et le rôle des pays de l'Europe est aussi très important car nous parlons des garanties de sécurité. Car dans tout document, quand il s'agit de la fin de la guerre, les garanties de sécurité pour l'Europe tout entière et l'Ukraine fait partie de l'Europe et fera partie à part égale de l'Union européenne. Donc, pour nous, la voix de l'Europe est très importante ici, à la table commune, et pas quelque part derrière le rideau. Donc, en parlant de l'apport financier et militaire et autres, il y a eu des contributions importantes. Nous avons parlé aussi des États-Unis. Nous sommes très reconnaissants à la contribution pour tous ceux qui l'ont apporté et aux États-Unis et à l'Europe, car ceci est un soutien des vies ukrainiennes et de la société ukrainienne. Nous avons mené de nombreuses rencontres avec les collègues américains et je suis ravie d'avoir une très bonne conversation avec le président Trump. Nous avons reçu les propositions pour des investissements dans les minéraux critiques en Ukraine et j'en ai souvent parlé qu'il fallait protéger les ressources ukrainiennes. Pourquoi? Car si nous parlons pragmatiquement et non seulement de l'Europe, car la sécurité de l'Europe est très importante, mais nous devons parler de manière pragmatique quand nous parlons de la défense de nos ressources pour pas que ces ressources tombent sous la main des forces d'occupation ou leurs alliés. Eh bien, il faut défendre ces ressources. Et si les pays défendent, c'est très important. C'est dur de parler brièvement. Mais c'est nécessaire de rentrer dans le détail. Donc, il faut nous concentrer sur ces minéraux. Et il y a des countries qui nous ont aidés et qui auront la priorité pour investir dans nos terres rares et investir davantage pour notre emploi, pour nos investissements directs étrangers et pour faire du profit avec tel ou tel partenaire. Donc ça, c'était très, très important. De le sauver, donc de sauver ses ressources sans les se le donner à la Russie, aux Nord-Coréens, qui sait, aux Chinois. Donc il faut que nous sauvegardions ces ressources, ces minéraux.
Et voilà mon message. J'ai été heureux de rencontrer le ministre des Finances américain. Il est venu à Kiev, il m'a rencontré. C'était sa première mission à l'étranger, son premier déplacement. Je le remercie. Donc il m'a apporté un certain nombre de documents qui se sont trouvés sur mon bureau. J'ai déclaré que nos avocats travailleraient dessus, que nos juristes travailleraient dessus, et que des amendements seraient apportés, et qu'ensuite on reprendrait lien avec les Américains. Ce n'est pas un document de sécurité, c'est un accord, un mémorandum entre deux pays. J'aurai une rencontre avec le vice-président ce soir, je pense, le vice-président américain. Je resterai jusqu'à demain matin. Je le rencontrerai ce soir, ou peut-être demain matin. Bref, peu importe. Voilà, vous pouvez, comme dit le président Trump, vous pouvez venir me voir quand vous voulez, je suis à Washington. Moi, je leur dis, vous pouvez venir quand vous voulez, je suis là aussi. Venez me voir. Je suis prêt à les rencontrer. Bon, mais après, je ne suis pas prêt à signer quoi que ce soit, à tout signer. Nous signerons des documents qui nous permettront de sauvegarder nos ressources. J'espère que nous arriverons à conclure sur ce dossier. La conversation entre le président Trump et le président Poutine risque-t-elle d'encourager le président Poutine? Comment percevez-vous le risque, le danger pour les États-Unis? Quel risque? Pardon, je n'ai pas entendu la fin de la question. Vladimir Poutine et Donald Trump se sont parlé au téléphone, vous avez été informés. Y a-t-il un risque? Un risque pour vous-même, bien sûr, mais également pour les États-Unis. Si cette conversation est un risque pour les États-Unis, non, pas vraiment, pas de risque pour les États-Unis. Le président Trump est plus fort que Poutine. Mais c'est un risque pour le monde, oui. Il y a un risque, un danger pour le monde. Pourquoi? Car le reste du monde est beaucoup plus menacés que les États-Unis en eux-mêmes, vous savez. Ils font partie des acteurs de premier rang, pas nous. Comme je l'ai dit au début de mon propos, j'ai eu une conversation positive avec le président Trump, nous nous sommes appelés plusieurs fois. Puis il a appelé le président Poutine et il m'a dit que Poutine voulait mettre fin à la guerre. Je lui ai répondu que Poutine était un menteur et qu'on ne pouvait pas lui accorder de crédit. On ne pouvait pas faire confiance à sa parole. Je lui ai dit que j'espérais qu'il ferait pression sur lui parce que moi, je n'ai aucune confiance en Poutine. Nous n'avons pas besoin d'un cessez-le-feu dans nos conversations directes avec Poutine. Il s'agit de quelque chose de plus important, il s'agit d'aller au-delà. Nous avons pris une décision de faire un cessez-le-feu en échange, par exemple, de prisonniers, un cessez-le-feu limité contre des prisonniers, et ça ne s'est pas fait. Il était nécessaire de renvoyer une centaine de ces soldats ukrainiens prisonniers dans leur famille. Mais pour cette raison, j'ai dû me rendre en France en 2019 pour ramener nos gens chez eux. Donc j'ai dit au président Poutine, les appels téléphoniques c'est une chose, ça ne compte pas. On oublie. Il ne faut pas prendre de décision sur l'Ukraine sans l'Ukraine. C'est la position de principe qui est la nôtre. Nous n'accepterons jamais qu'on décide par-dessus nos têtes. Et je ne parle pas que de moi. Je parle au nom de tout mon peuple et au nom de toute la nation ukrainienne. Sans garantie de sécurité, nous n'allons pas cesser. Nous n'allons pas faire de pause. Et nous n'allons pas permettre que la Russie occupe notre pays et continue à l'occuper. Nous n'allons pas le tolérer. Moi, je ne le tolérerai jamais. C'est très important pour moi que de mettre Poutine sous pression. Il a les sanctions, le président Trump est très déterminé, il a le pouvoir de le faire. C'est pourquoi je voulais me rendre à Washington, voilà, quand il lui plaira. Au cours de ce siècle, à un moment donné, si possible. Donc je voulais me rendre à Washington
Et nous devons développer un plan commun en personnes civilisées, échanger avec nos amis, avoir une ligne commune avec l'aide de nos amis, y compris européens. Il est très important de ne pas quitter cette ligne d'unité. Je suis très heureux que nous fassions partie de cette Europe forte. Et je crois que c'est un point très important. Il faut préserver cette unité. Cette guerre a eu un certain nombre d'effets positifs, notamment sur le fait de renforcer l'Union européenne et les États-Unis, l'Europe et les États-Unis. Et c'est ça qui fait peur à Poutine. Ça a fait peur à Poutine pendant 20 ans, 25 ans, j'ignore, je sais pas depuis combien de temps il est dans son bureau au Kremlin. C'est un exemple d'unité transatlantique qui l'a empêché de nous vaincre et il ne faut pas que cette unité soit perdue. Il ne faut pas qu'un accord soit conclu sans nous ni sans les Européens. Ce n'est pas une bonne idée et je ne crois pas que cette idée soit dans la tête du président Trump. Je compte sur lui. Je compte beaucoup sur lui. Voilà. Les déclarations de Volodymyr Zelensky lors de la conférence de Munich sur la sécurité, où il affirme que « pas de décision sur l'Ukraine sans l'Ukraine » et qu'il faut « mettre Poutine sous pression », soulèvent plusieurs points d'analyse quant aux dynamiques géopolitiques actuelles et leur impact sur la guerre en Ukraine. Ces paroles témoignent de sa volonté de maintenir une souveraineté nationale face aux négociations internationales qui pourraient se faire sans le consentement direct de Kiev. Cependant, il est important de noter que ces affirmations, bien qu'elles traduisent un sentiment de résistance et de dignité nationale, sont en décalage avec les réalités diplomatiques et stratégiques qui se jouent en coulisses, notamment entre les deux grandes figures que sont Donald Trump et Vladimir Poutine. Tout d'abord, le message de Zelensky reflète une tentative de réaffirmer la place de l'Ukraine comme acteur incontournable du conflit. En martelant qu'aucune décision ne peut être prise sans l'accord de Kiev, il cherche à éviter un scénario où les puissances mondiales négocieraient une solution au conflit sans prendre en compte les intérêts ukrainiens. Pourtant, cette position se heurte à une réalité géopolitique bien plus complexe. Les récentes communications entre Donald Trump et Vladimir Poutine, notamment leurs échanges téléphoniques rapportés la semaine dernière, illustrent que des discussions bilatérales pour mettre fin à la guerre pourraient se dérouler sans consulter directement Zelensky. Cela soulève un dilemme stratégique, jusqu'à quel point les grandes puissances tiendront-elles compte des revendications ukrainiennes si elles considèrent que leurs propres intérêts stratégiques, notamment la désescalade globale, passent avant tout ? Il est également intéressant de relever que Zelensky mentionne que « Trump est plus fort que Poutine ». Cette déclaration, si elle peut sembler élogieuse envers l'ancien président américain, cache peut-être une frustration quant à l'approche actuelle des États-Unis sous l'administration Biden. Zelensky pourrait percevoir Trump comme un interlocuteur plus pragmatique, capable de faire pression sur Moscou tout en poursuivant une stratégie de désescalade. Cependant, il y a une ironie ici, si Trump revient au pouvoir, son rapprochement potentiel avec Poutine pourrait marginaliser encore davantage l'Ukraine dans les négociations. Trump a déjà exprimé à plusieurs reprises son souhait de mettre rapidement fin au conflit, en blâmant les sanctions occidentales qui, selon lui, affaiblissent davantage l'Europe que la Russie. Ainsi, Zelensky pourrait se retrouver dans une position délicate où un accord de paix pourrait être imposé par les grandes puissances, sans qu'il ait son mot à dire. Cette impuissance relative de Zelensky s'explique par plusieurs facteurs. D'un côté, l'Ukraine reste dépendante de l'aide militaire et économique occidentale pour poursuivre la guerre, ce qui limite considérablement sa marge de manœuvre. D'un autre côté, Poutine, bien qu'affaibli sur certains fronts, conserve des atouts stratégiques majeurs, notamment le soutien tacite ou explicite de pays comme la Chine et l'Inde, qui jouent un rôle clé dans le repositionnement global de la Russie. Si Trump et Poutine parviennent à trouver un terrain d'entente, que ce soit par le biais de concessions territoriales ou d'autres arrangements géopolitiques, l'Ukraine risque d'être écartée de la table des négociations. De plus, les appels de Zelensky à « défendre nos ressources », nos minerais, rappellent que le conflit en Ukraine dépasse largement les enjeux territoriaux. Il s'agit également d'une bataille pour le contrôle des ressources stratégiques, qui intéresse autant la Russie que les grandes puissances occidentales. Toutefois, si l'Ukraine perd son influence dans les négociations, elle pourrait également perdre le contrôle de ses ressources, soit à travers un accord défavorable, soit à travers une occupation prolongée par la Russie dans les zones concernées. Ce contexte soulève une question cruciale, les déclarations de Zelensky, bien qu'elles galvanisent son peuple et affichent une position de force, sont-elles réellement entendues par ceux qui détiennent le pouvoir de mettre fin à cette guerre ? La réponse semble incertaine.
les réalités diplomatiques montrent que les décisions finales pourraient se prendre entre Washington et Moscou, laissant peu de place à Kiev pour influer sur les termes de l'accord. En effet, l'intérêt de Trump de se positionner comme l'artisan de la paix, couplé au souhait de Poutine de consolider ses gains stratégiques, pourrait aboutir à une entente qui privilégie leurs intérêts mutuels au détriment de l'Ukraine. En conclusion, les paroles de Zelensky lors de la conférence de Munich traduisent une volonté admirable de défendre la souveraineté ukrainienne, mais elles se heurtent à une réalité où l'Ukraine pourrait être reléguée au second plan dans les négociations entre Trump et Poutine. Tandis que ces deux leaders semblent avancer vers une désescalade stratégique, Zelensky pourrait se retrouver isolé, avec des décisions imposées par des puissances qui cherchent avant tout à préserver leurs propres intérêts. Cette situation met en lumière l'injustice flagrante des rapports de force internationaux, où les nations directement touchées par les conflits sont souvent écartées des décisions majeures. Reste à savoir si l'Ukraine pourra, malgré tout, tirer parti de la dynamique actuelle pour maintenir une voix forte et faire valoir ses intérêts dans un contexte diplomatique de plus en plus dominé par les grandes puissances. Selon vous, l'Ukraine pourra-t-elle réellement imposer ses conditions dans un accord de paix, où les grandes puissances comme les États-Unis et la Russie décideront elles seules de l'issue du conflit? Donnez votre avis en commentaire. À très bientôt.